Bonjour, vidéo numéro T003, A, voilà, qui va, donc la série T003 va couvrir le système Hasselblad V. Alors Hasselblad V, Hasselblad 5, on ne sait pas exactement, très certainement que c'est Hasselblad V pour Victor Hasselblad, qui est le nom du créateur de la marque, mais pendant très très longtemps, toutes les références des boîtiers commençaient par 500. Alors on peut aussi croire que c'est la série 5 de Hasselblad. En chiffres romains, c'est très certainement plutôt Victor Hasselblad, mais bon, comme la marque existait avant, qui sortait cette série-là, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref. Donc, Hasselblad est une marque, quand vous allez vous intéresser à l'argentique et choses comme ça, et que vous allez éventuellement lorgner vers du moyen format, et que vous allez regarder des photos d'autres personnes, il est possible, il est fort probable que vous succombiez à l'idée, à l'envie d'avoir un Hasselblad, parce que force est de constater que les gens qui en ont, en général, d'une manière particulière, du moins à une certaine époque, avaient quand même un certain regard photographique. Ce n'est pas l'appareil photo qui donne le regard photographique, on est d'accord, l'appareil photo y est pour rien euh, dans le résultat. Moi j'ai vu des photos magnifiques faites avec des appareils type Zénith, Praktica et choses comme ça, mais qui étaient entre les mains de gens qui avaient un réel regard. Voilà. Et puis moi j'ai des beaux matériels, mais je fais très souvent que des photos de merde. Donc ça n'a rien à voir. Hélas, quand vous achetez l'appareil, il n'y a pas le talent avec. Simplement, les gens à qui la photo plaît, les gens qui aiment la photo, les gens qui sont contents de leur résultat, ça c'est mon cas, non, les gens qui en tirent de la satisfaction, éventuellement vont être amenés à investir plus de temps, à investir plus d'argent. Je vous rappelle que le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps. Hein. On met du temps à l'économiser, on met du temps à l'acquérir. Voilà. Et donc du coup, éventuellement ils achètent ces appareils qui autrefois étaient très 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 chers et qui au jour d'aujourd'hui, là on est en 2019, je ne vais pas dire deviennent abordables. Ça dépend le budget que vous avez. Mais, et puis ça dépend des pièces que l'on recherche, mais grosso modo, on réussit quand même à constituer un kit de départ pas forcément très cher. Pas forcément très cher. Quand je dis pas forcément très cher, c'est qu'on peut s'en tirer à moins de 1000 euros. À moins de 1000 euros, on peut s'en tirer, avec quelques concessions bien sûr, mais on peut s'en tirer à moins de 1000 euros, voilà. Et puis on peut s'en tirer aussi à beaucoup plus que 1000 euros. Il faut se souvenir que ce sont du matériel professionnel des années 1950 à 2010, hein, dans les années 2000. Dans les années 2000, 2010, je ne connais pas la date exacte, je crois que c'est aux alentours des 2000. 2005, 2008, je ne sais pas, où la maison mère, Hasselblad, a abandonné le système, la série V, pour la série H, qui est à 4,5-6, moderne, autofocus, et ainsi de suite. Voilà. Donc, revenons à nos boutons. Donc, c'est un système professionnel qui était cher, qui était le moins cher des systèmes allemands, c'est-à-dire que Hasselblad est moins cher que Rolleiflex, et qui permettait quand même d'avoir accès aux objectifs Zeiss. Voilà, parce que le seul intérêt d'un Hasselblad, c'est de monter un objectif Zeiss dessus. Et donc du coup, je vais vous présenter un peu tout ça.
Donc, la marque Victor Hasselblad, pas Hasselblad, Hasselblad date de bien avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient distributeurs Kodak pour la Suède. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou un peu avant, ou pendant, ou après, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fabriqué des appareils photo de reconnaissance aérienne pour l'armée suédoise en copiant un appareil photo allemand. Et puis, dans les années 1948-1950, ils ont sorti un premier modèle, puis un deuxième modèle, et qu'ils ont avorté, et ils ont commencé la série V. Donc, je vous ai fait un joli tableau récapitulatif, exhaustif. Les ayatollahs du Hasselblad, ne tombez pas dessus. Forcément, il manque des appareils, mais il manque des modèles, mais on va voir ça. Donc, le Hasselblad de série V, voilà, Hasselblad série V, j'ai cadré un peu serré. On va au contraire cadrer un peu plus serré sur le truc, voilà. Hop, il y en a qui se cassent la gueule, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, Hasselblad série V. Bon, donc, on a... Alors, vas-y, fais le point, Coco. Fais le point, voilà. Donc, Hasselblad série V. Donc les premiers modèles, ce sont des appareils photo donc, qui étaient issus directement, plus ou moins directement de l'appareil de photo aérienne qu'ils avaient fait, qui avait déjà un obturateur focal, je crois, me souvenir. Et donc c'était le Hasselblad 1600F qui a rapidement été descopé en point de vue vitesse rapide, parce que la vitesse la plus rapide qu'il faisait, c'était le 1/1600e de seconde. Et c'était rapidement descopé pour le ramener à 1 millième de seconde, qui était plus raisonnable, et donc c'est devenu le Hasselblad 1000F. Voilà. Alors, j'ai eu un Hasselblad 1000F, ça a d'ailleurs été même mon premier Hasselblad. Voilà. Et alors certains disent oh là là, les espions russes ont pris les plans du Hasselblad 1000F pour faire le Kiev 88. Et puis on peut dire ça, ou alors Hasselblad a vendu sa liasse de plans à l'ami russe à qui on ne pouvait rien refuser. À la limite, on s'en fout. Mais l'Hasselblad 1000F a perduré. Du moins dans les fonctionnalités et dans le Kiev 88. Le Kiev 88 est le Kiev 88, ça par contre, j'en ai un, voilà, ça ressemble à ça, Kiev 88, bon ben voilà, ça ressemble à un Hasselblad avec, donc sous le bouton, on a cette espèce de partie là qui est complètement moche, qui n'était pas sur le Hasselblad 1000F, qui n'était pas non plus sur le Hasselblad 1600F, mais qui était destiné à recevoir un mécanisme de retardateur qui n'a jamais été implémenté à ma connaissance. Je ne suis pas un spécialiste de Hasselblad, donc je peux dire des imprécisions. Qui n'a pas été implémenté à ma connaissance dans aucun des modèles qui étaient vendus. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'espionnage, de trucs comme ça, parce que je pense que l'Hasselblad, le Kiev 88, alors, le Kiev 88, c'est le modèle qui est sorti en 1988, environ. Avant, il y a eu les Salyut, voilà, russes, qui sont donc l'ancêtre du Kiev 88 et qui est l'Hasselblad 1000F. Ils n'ont pas la même baïonnette. Excuse-moi. L'Hasselblad 1000F n'a pas, 1600F n'a pas la même baïonnette que les Hasselblad de la série V. Et les copies russes n'ont pas non plus la même baïonnette que les Hasselblad V.
C'est important de le dire parce que, hélas, dans tout ce qui est moyen format, si on veut essayer des optiques de plusieurs marques, il faut des boîtiers de plusieurs marques parce qu'il y a très très peu d'intercompatibilité, même via des bagues. Voilà. Il y a très peu. Il y en a quelques-unes, mais très très peu. Et notamment, si on veut faire cette intercompatibilité, si on veut pouvoir utiliser des objectifs d'autres marques, il faut avoir un obturateur. Et c'est là où les problèmes commencent, c'est que le système V est essentiellement... Alors je vais dézoomer un peu, parce que maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais dézoomer un peu, ça me mettra un peu plus de champ. Le système V, il fait le mise au point coco. Voilà. Le système V, lui, repose sur des obturateurs centraux, obturateur central, et voilà. Alors, donc je vais vous présenter tout ça. En même temps que le 1600F et le 1000F, à la même époque, il y avait le SWA qui était là, qui lui était à obturateur central et qui est l'ancêtre du SWC. Voilà. Et donc le SWA était un boîtier avec muni d'un objectif fixe qui est le 38 mm Biogon. Donc moi j'ai son petit descendant qui est un SWC. Voilà, SWC. Et donc là, l'objectif ne se démonte pas. Il est fixe. Donc le boîtier en lui-même, c'est ça, voilà. Donc le dos est interchangeable, voilà, et il y a l'objectif fixe. Voilà. Et donc l'ancêtre, le SWA, qui est une pièce de collection maintenant, et hélas, la personne qui les révisait en Suède est décédée. Le lot de pièces, alors c'est un ancien de chez Hasselblad qui s'était monté un petit cabanon au fond de son jardin pour réviser les pièces et pour réviser la série 1000F, 1600F et SWA. Et il s'appelait Nils Peterson. Mais hélas, il est décédé, et puis son lot de pièces a été dispersé. Voilà, donc avoir une pièce originale, c'est sympa pour la collection. Pour l'utiliser, vous allez avoir des soucis d'accès aux pièces détachées, pour deux raisons. Donc déjà, le spécialiste mondial qui est capable de le faire, il est décédé. Et puis, comme Hasselblad continuait à lui faire des pièces. C'est ça qui était pas mal, parce qu'on disait, ah tiens, j'ai plus de pignon 247 pour mettre là, t'inquiète pas Coco, on t'envoie ça, tac, et voilà. Donc à ma connaissance, quand j'ai eu affaire à lui pour mon 1000F, voilà, il n'y a aucun souci, et voilà. Mais Hasselblad elle-même arrête de fabriquer des pièces détachées pour la série V. Donc là, on est un peu à un mouvement charnière où on ne dit pas trop que, donc en 2019, on ne dit pas trop qu'il y a des soucis de pièces détachées, mais quand vous appelez des services après-vente et que vous dites ce modèle-là, qu'est-ce que vous en pensez, qu'il y a des soucis, des choses comme ça, non, ça faut éviter, il n'y a plus les pièces. Ah bon, d'accord. Voilà. Bon. Il y a assez peu de pièces qui cassent dedans quand même, hein. C'est une bonne conception, mais on n'est pas à l'abri, hein. Il y a aussi la faute à pas de chance. Donc le système s'articulait, le système Hasselblad d'une manière générale s'articule donc sur un système modulaire qui repose sur alors je vais vous montrer ça avec le Kiev, comme ça, voilà. Le Kiev, je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo T quelque chose,
qui sera sur les appareils photo russes, Kiev 88, Pantacon, voilà, des choses comme ça, enfin russe, bloc de l'Est, on va dire, bloc de l'Est. Donc il y a un dos qui se démonte, qui se remonte. On a un volet pour protéger le film quand il est démonté, et puis on a, alors que je fasse pas de bêtises, non c'est bon, on a un objectif avec une monture qui se démonte. Voilà. Alors, par contre, c'est la clé à retrouver. Non, c'est bon. Hop, hop, voilà. Et quand on démonte le dos, on peut sortir le viseur, voilà, pour avoir accès au verre de visée. Voilà. Alors, donc ça c'est fait, voilà, ça se remonte comme ça se remonte comme ça, voilà. Et donc la visée se fait, donc c'est un appareil photo réflexe, hein, donc on a une image qui se crée, qui se voit là-dessus, voilà. Bon, et donc ça c'est l'ancêtre ça c'est une copie du 1600F amélioré, enfin downloadé aussi au millième de seconde, et on a un obturateur métallique en bronze beryllium. Voilà, c'est du bronze beryllium. Alors chez Hasselblad, je ne suis pas sûr qu'il était réellement en bronze beryllium, parce que je ne me souviens pas qu'il avait des reflets dorés comme ça. Il était peint sur mon 1000F, et le peu d'endroits où la peinture avait sauté, c'était plutôt du métal blanc. Donc ça devait peut-être être déjà du titane, mais sur le Kiev 88, c'est du bronze beryllium. Alors c'est pas un mauvais choix hein, de métal, hein, c'est simplement un métal lourd, quoi. Oui, bronze beryllium, c'est un cuivre beryllium. C'est un métal lourd, et donc du coup, ça pose des problèmes d'inertie et des choses comme ça. Et c'est le souci, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté le 1600F pour faire après le 1000F, parce qu'ils avaient du mal, avec les accélérations et les freinages de rideau, à obtenir des régularités de vitesse. Voilà. Donc, donc c'est un système modulaire, c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui intéressait beaucoup les scientifiques et les photographes professionnels, parce que ça permettait, notamment par l'interchangeabilité des dos, de continuer à faire des photos sans avoir à recharger au moment crucial. Et donc ça permet d'adapter le système à ce que l'on veut exactement. C'est un appareil photo à dos interchangeable, et le dos définit la capacité que l'on peut mettre dedans de film, et le format, et du coup, et le format. Donc c'est un boîtier qui peut faire du 6,6 maximum, mais on a eu des dos qui permettaient de faire du 4,5-6, et des dos qui permettaient même de faire ce qu'on appelait le super slide, 4 cm par 4 cm. Voilà. Les dos peuvent utiliser du film 120, voire même du film 70 mm. Donc voilà. Donc ça, je l'ai acheté pour le fun. Donc ça, c'est un dos 70 mm. Et puis ça. Alors, tu viens Coco. Hop. Et ça, c'est un dos 120 pour du film au format 120. Voilà. Donc, c'est pas le même film qu'on met dedans. Là, on peut mettre jusqu'à 70 vues. Et puis là, dans 6.6, on a 12 vues. On a 12 vues. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Et donc, le nouveau modèle, donc ça, c'est un Hasselblad de la série V. Voilà, donc qui est modulaire. Donc ça, c'est un modèle particulier qui est le moteur qui est le boîtier avec moteur intégré, qui fait alors il n'y a pas de pellicule dedans, mais qui fera un très joli bruit. Voilà, tac.
magnifique. Ça dans une église, un mariage, là on voit que tu es pro. Et donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Parce que je me rends compte que je me disperse. Donc d'un côté, on a la série du super wide angle et descendant. Là, on a la série V qui est dans laquelle on peut compter 3 générations différentes, deux générations différentes sur la troisième. C'est un peu farfetch, c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis, l'évolution du 1600F, parce que pendant très longtemps, donc avec le succès mitigé du 1600F et du 1000F, ils ont repris la copie, ils se sont dit, ben, puisqu'on a des obturateurs centraux et qu'on sait gérer l'obturateur central avec le SWA, eh bien, on va faire des objectifs à obturateurs centraux, ce qui permettra une meilleure gestion du flash. Hein. Là, on est dans les années 1950, 54, 54, 55, 56, choses comme ça. Moi, mon 1000F était de 1955, donc le 500C, donc qui est le premier boîtier de la série 500 à être sorti, et a dû sortir peu après. Voilà. Je ne suis pas historien, je ne suis pas collectionneur d'Hasselblad, j'essaie juste de vous expliquer les différents modèles pour savoir quoi acheter, parce que moi je me suis posé la même question, et c'est un partage d'expérience, ce n'est pas... voilà, c'est un partage d'expérience, ce n'est pas un cours doctoral, professoral. Voilà. Donc du coup, le premier modèle à être sorti, c'est le 500C. Et alors le 500C est à armement manuel. Donc je n'en ai pas. Parce que j'ai préféré acheter des versions avec moteur. Parce que c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est-à-dire que le moteur, vous pouvez avoir ça pour... la version moteur, vous pouvez avoir ça pour 200, 250 euros très facilement, pour un modèle en très bon état. Et puis, le modèle à manivelle qui fait bander tout le monde, 500, 750 euros. Voilà, boîtier nu, sans dos, sans rien. Voilà. Donc, comme j'ai acheté ça pour voir, pour m'y remettre, parce que bon, le 1000F, donc le 1000F, j'avais acheté pour photographier la comète de Halley, donc c'est 1988-89. Et puis j'étais très emmerdé, donc après j'ai acheté un 2000 FC modifié M, je vais vous en parler. Et puis j'ai été très emmerdé, donc je m'étais dit Hasselblad plus jamais. Et puis là, j'ai eu l'envie de m'y remettre parce que voilà quoi. Donc, mais je préfère mettre du pognon dans les objectifs que de mettre du pognon dans les boîtiers. Voilà. On continue. Donc du coup, le 500CM, ben, c'est un boîtier comme ça, sans ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et puis là, au lieu du sélecteur, vous avez une manivelle. Hein. Bon. Une manivelle ou plutôt un bouton, parce que le bouton est interchangeable. Donc vous avez un splendide bouton comme ceci. Voilà, tac. Et moi, personnellement, je préfère le bouton à la manivelle. Voilà. Alors, vous avez un magnifique bouton comme ceci, donc qui est c'est des champignons, puis c'est interchangeable. Alors, on peut mettre 3 choses différentes. On peut mettre le bouton standard qui livre avec, un bouton fabriqué par Gossen dans lequel il y a un pose-mètre dedans, qui est, paraît-il, très bien, très précis, très juste, des choses comme ça. Mais personnellement, moi, je le trouve trop à côté des choses chromées. Et j'ai un doute sur son fonctionnement réel. Et puis, on peut mettre une manivelle qui a existé sous au moins deux formats, peut-être même 3 formats différents. 3 designs, 3 formats différents. Donc avec des références différentes. Hein. Donc en fait, il y a 3 manivelles, quoi, grosso modo. Il y a la manivelle moderne actuelle,
enfin le dernier modèle qui ressemble, il y a une espèce de grande avec un disque rond chromé, et puis voilà quoi. Donc, si vous aimez les manivelles, vous mettez une manivelle. Si vous aimez les boutons, vous mettez un bouton. Si vous en achetez un avec un bouton et que vous voulez une manivelle, ça va être un peu difficile de trouver la manivelle, mais ça se trouve. Et si vous en avez un avec une manivelle et que vous voulez chercher un bouton, alors ça se trouve très facilement parce que les gens changent les boutons pour les manivelles, donc on trouve ça très très facilement. Le 500C et le 500EL, donc, qui sont les premiers modèles, n'ont pas le dépoli interchangeable, comme la version d'après qui est le 500CM et le 500ELM. Voilà. Et donc ça c'est intéressant. Donc du coup, vous pouvez, quand vous démontez ceci, que vous enlevez le viseur, sans le casser, sans le faire tomber, vous pouvez, en ouvrant deux petites tirettes, sortir, alors je vais vérifier mon truc, sortir votre dépoli, qui normalement vient sans souci. Bon, normalement vient sans souci. C'est ça, en fait, c'est un dépoli chinois. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ouais. Ah, voilà, c'est parce que je ne tournais pas dans le bon sens, qui normalement vient sans souci. Voilà. Et donc, vous sortez le dépoli. Voilà. Je parlerai plus tard des dépolis parce que il y a des dépolis anciens qui sont des vraies merdes. Il y a des dépolis acute mat qui sont intéressants, il n'y a pas de souci, mais on se fait souvent troller en les achetant. Donc il faut faire attention à ça. Et donc, comme je vous disais, dans le boîtier, si je relève, donc dans le boîtier, il n'y a rien, vous voyez, tac, tac, tac. Il y a éventuellement, alors il faut que je me souvienne comment est-ce qu'on fait pour relever le miroir. Voilà. Non, c'est pas ça. En fait, il n'y a pas d'obturateur derrière, d'accord? Il n'y a pas d'obturateur derrière, c'est un volet qui sert juste à protéger de la lumière le bazar. Alors le gros avantage du système à moteur, c'est que ça réarme tout de suite. Parce que la grosse connerie à pas faire avec un Hasselblad, c'est de tenter de démonter quelque chose quand c'est pas armé. Voilà. Un Hasselblad, ça doit être tout le temps armé quand on s'en sert. Tout le temps armé. Parce que l'obturateur est dans dans l'objectif. Donc là, il est ouvert, mais si je vous le déclenche, donc, alors je ne sais pas si j'aurai pas le temps de pause, voilà. Là, on voit que l'obturateur, il est fermé enfin là, il est fermé et il est fait sur temps de pause. Voilà. Alors, normalement, on le réarme avec une pièce de monnaie. Alors, hop, je vais chercher ma pièce de monnaie et je reviens. Voilà. Donc me voilà de retour. Donc j'ai été chercher ma pièce de monnaie. Alors, vous voyez, c'est tellement indispensable et utile et choses comme ça que, parce qu'on se bousille bien les ongles quand on le fait avec les ongles, que je me suis fait un petit porte-clés qui est dans le sac Hasselblad avec une rondelle en laiton et puis une rondelle en acier. Alors, la rondelle en acier, c'est pour les sabots de pied, là. Et puis la rondelle en laiton, c'est pour les objectifs, pour être sûr de rien bousiller. Voilà. Donc on met la pièce dans la fente, et puis on tourne d'un mouvement délicat, hop, et on réarme le bazar. C'est une procédure normale, enfin normale, non, c'est pas une procédure normale, mais c'est expliqué dans le mode d'emploi. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous stockez vos appareils photo pour la trêve hivernale, vous les déclenchez, voilà, et puis quand vous allez de façon à éviter de stocker l'obturateur armé, parce qu'il y a un ressort à l'intérieur qui fatigue. Voilà. Donc dans le mode d'emploi, ils expliquent comment faire, et puis
puis vous avez même carrément une petite gravure avec la flèche à tourner, dans quel sens tourner, ainsi de suite. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, c'est faisable. Bon, revenons à nos moutons. Donc la grosse différence externe entre un 500C et un 500CM, c'est la possibilité de changer facilement le dépoli. Grosso modo, il n'y a que ça. Grosso modo, hein, il y a plein de modifications internes, très certainement, des choses comme ça, mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue visuel, d'un point de vue tout ça, il n'y a que ça. Après, il y a des choses qui ont été modifiées, c'est la disparition de la synchro flash sur cet obturateur-là, qui a disparu je crois même pendant la période du 500C. Voilà. Et c'est con parce que c'est peut-être un des gros intérêts du 500C, c'est que du coup, si on veut l'utiliser en numérique, eh bien, c'est cette synchro-là qui est intéressante à mettre en route pour les dos numériques. Donc, en fait, sans le savoir, ils ont fait un appareil prêt pour le numérique, bien avant de savoir que le numérique allait exister un jour. Enfin bref. Donc quoi, les ingénieurs et le service marketing ne font que des conneries. Les ingénieurs ont fait une connerie en faisant un truc pour un truc qui n'existait pas, et le service marketing a fait une connerie en le faisant supprimer pour un truc qui allait exister. Voilà. Si vous êtes ingénieur ou dans le service marketing, vous avez les commentaires pour m'engueuler. Donc voilà. Donc le 500CM et le 500ELM ont eu ça, et puis alors 500C, 500EL, ça a dû durer de 1955 à 1975, 1980, donc quand même très très longtemps. Le ELM, CM, ça a dû apparaître donc entre 75 et 80, peut-être même 70. Alors l'un a succédé à l'autre, hein, puisqu'il y a les dernières versions de 500C, les derniers numéros de 500C ont les petites modifications de dépoli et des choses comme ça. Et on pouvait faire modifier son 500C et son 500EL en atelier, je crois, pour le modifier. On pouvait le modifier pour avoir au moins cet atout-là. Et puis, sinon, le 500C et le 500EL, on pouvait changer le dépoli, mais en atelier. Voilà, donc ça coûtait cher, chose comme ça, parce que tu comprends, Coco, il y a un calage super précis, machin chose. Quand est arrivé le TTL au flash, donc le TTL au flash, c'est la mesure de l'intensité de l'éclair à travers l'objectif, eh bien, ils ont sorti une nouvelle série avec le TTL au flash. Ces séries sont reconnaissables parce qu'on a un bouton sur le côté, là, pour mettre la sensibilité du film pour que le TTL au flash fonctionne. Voilà, et pour enseigner le TTL au flash. On a ça, puis on a le prix supplémentaire. Voilà. Et donc là, le 500ELM est devenu 500ELX. Alors ça, c'est un 500ELX. Voilà, tac, tac, tac. Et puis, après, ils ont fait des modifications qui portent sur... je pense sur des modifications internes ou sur... on ne sait pas trop, parce que là c'est un 553 ELX et ça c'est un 500 ELX. Et sincèrement, la grosse différence entre le 553 ELX et le 500 ELX, c'est l'alimentation électrique. Voilà, parce que celui-là, donc le 500 EL, ELM, ELX, utilise un accumulateur particulièrement merdique, enfin qui est devenu merdique, qui était un choix
super judicieux Coco, parce que donc c'est un accumulateur qui utilise des cellules industrielles, des éléments nickel-cadmium qui sont très très utilisés dans l'industrie. Voilà. Qui sont très très utilisés dans l'industrie. Et donc c'est grosso modo l'élément le plus gros dans la gamme des piles boutons. Voilà. Donc là c'est un 600 DKZ Varta. Et donc il y a 1, 2, 3, il y a 1, 2, 3, 4, 5 éléments de 1 volt 2 pour faire 6 volts. Voilà, et donc c'était un élément de la série DKZ. Et si vous faites Varta 600 DKZ sur Google, bah, vous allez trouver ça comme ça. Mais force est de constater que le nickel-cadmium, c'est plutôt en perte de vitesse, c'est même quasiment abandonné, pardon. Et il n'a pas été transposé en NIMH parce que ça correspond à des accus, à une technologie, à des us et coutumes d'ingénieurs des années 50. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne viendrait pas à l'idée à un électricien de vous mettre, quand il refait votre panneau électrique, de vous mettre des fusibles et des portes-fusibles en porcelaine, parce que c'est joli, que ça marche, et que c'est durable, et que ça fonctionne très très bien. Il va vous mettre du truc en plastique, parce que maintenant on met du truc en plastique, tu comprends, en coco. Voilà, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, donc ça c'est le... Alors c'est un inconvénient très mineur. D'abord parce qu'il existe plein de possibilités de remplacement, notamment avec des piles AAA. Il y a un Espagnol qui fait des modules qui se mettent dedans en lieu et place d'un accumulateur, hein, et où on peut passer à la version 553, 555, que je vais vous montrer, où on utilise des piles standards. Donc là, il y a deux alvéoles, hein, c'est simplement parce que tu comprends, Coco, si que des fois, on peut mettre deux accumulateurs en même temps. Mais ça fonctionne avec un seul. On n'est pas obligé de mettre deux accumulateurs en même temps. Simplement, voilà, si tu vas faire un trip sur la Lune, par exemple, tu es content d'avoir un deuxième accumulateur. Alors, quand on parle de Hasselblad et de la NASA, alors c'est un 500C qui est allé dans les vols Mercury, qui est pas un 500C payé par la NASA, mais qui est un appareil photo de l'astronaute, c'était son appareil photo personnel. Et puis après, ils ont utilisé pour la Lune des versions modifiées du 500EL électrique, justement, parce que tourner la manivelle, c'est chiant. Pourquoi moi j'ai choisi des 500EL, enfin des versions EL? C'est aussi parce que quand j'ai eu mes problèmes avec mon 2000 FC, j'avais posé la question au service après-vente de Hasselblad France pour savoir, mais alors c'est lequel le plus fiable? Et ils me disent, c'est le 500 ELM, enfin c'est la version motorisée, parce que justement la motorisation est totalement régulière, ça évite les actes dans les pignons et ça évite les casses de pignons et des choses comme ça qui peuvent arriver parfois. Voilà. Dans l'évolution du 1600F, il y a eu un très grand vide, puisque grosso modo, ils ont dû se dire « Ah, obturateur focal, plus jamais ça ». Et puis ils sont revenus dans les années 80, donc très tardivement quand même, hein, et donc ils ont arrêté l'obturateur focal pendant quasiment 20-25 ans. Et donc ils ont recommencé avec le 2000 FC. Alors le 2000 FC, c'était donc mon deuxième Hasselblad. Donc moi j'ai eu un 2000 FC modifié M.
Le 2000 FC est un boîtier très attachant, très gentil, très mignon. Alors j'ai plus de 2000 FC, mais j'ai la version suivante dont je vais vous parler aussi. Et je fais attention de ne pas faire de bêtises. Voilà. Yop. Yop. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc le 2000 FC, lui, a le même volume que celui-là. Hein. Voilà, alors je vous le présente du côté où il se ressemble le plus. Donc ça, c'est un boîtier noir. Hein. J'aurais préféré chromé. Personnellement, je trouve que les boîtiers chromés Hasselblad sont très très jolis. Et là, j'ai pas eu le choix. J'ai tombé sur un boîtier noir. Voilà. Bon. Et les boîtiers noirs sont moins chers. Parce que les boîtiers noirs s'écaillent très vite, c'est pas un très beau noir, c'est pas très solide, choses comme ça. Ça devient rapidement dégueulasse. Hein. Vraiment, vous voyez, alors je fais attention de ne pas faire de bêtises. Voilà, vous voyez, ça c'est un dos noir, voilà, c'est écaillé de partout. Vous voyez, c'est un dos noir, de couleur noire, avec la peinture qui s'écaille. C'est vrai qu'à la limite, vous grattez un peu fort avec l'ongle, ça part. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. C'est pas la Galilée allemande. Hein. Yeah. Bon, on revient. Et donc, le 2000 FC, alors pourquoi j'avais spécifiquement cherché un 2000 FC? C'est parce que moi, je faisais de la photo d'astronomie, je voulais pouvoir le mettre au cul d'un télescope. Et donc, j'avais besoin de l'obturateur focal. Voilà. Et l'obturateur était en titane et les gens mettaient les doigts dedans, comme des cons. Voilà, en changeant le dos, ah, tu comprends, j'étais pressé. Voilà. Et puis j'ai foutu un doigt dedans en changeant le dos. Alors ils ont mis une sécurité, pour que le rideau s'ouvre quand vous ouvrez le dos, pour éviter de mettre les doigts dedans. Ça, c'est la modification M du 2000 FC M. Et on pouvait faire rétrofiter ces 2000 FC pour les modifier. Et donc, c'est devenu le 2000 FC M, où vous pouvez avoir des 2000 FC modifiés. La modification est visible au dos du boîtier, ou quelque part sur le pourtour là, on a un petit plot, un petit ergot chromé. Alors, et j'ai dit quelque part parce que les FCM d'origine n'ont pas le plot au même endroit que les FC modifiés. Voilà. Je pense que ils ont dû le mettre à un autre endroit. Moi, j'avais souvenir d'un plot qui était là, et puis j'ai vu sur eBay ou des choses comme ça des plots qui se baladaient, plutôt un plot qui se baladait en haut. Donc, soit il y a eu de modifications, soit le FC qui a été modifié M. Moi j'avais un FC modifié M et pas un FCM d'origine. Le plot n'était pas au même endroit que ce que j'ai vu d'habitude. Voilà. Bon, c'est un épiphénomène. Il y a eu deux autres évolutions du 2000 FCM. Il y a eu le FCW et le 203 FCW ou FCM qui permettaient l'adjonction d'un winder, d'un moteur électrique pour prendre des photos à des cadences infernales du genre une photo toutes les 1,2 secondes ou 1,5 secondes. Voilà. Donc il faut plutôt voir ça comme une possibilité de ne pas avoir à tourner la manivelle et que de prendre des vues aux cadences infernales. L'obturateur en titane était très beau, très joli, une solution élégante de résoudre le problème
d'accélération et de freinage des rideaux et de régularité des vitesses. Toutefois, c'était une plaie à fabriquer, une plaie à changer et un certain niveau de fragilité. Voilà. Et moi, mon 2000 FC modifié M, si j'ai arrêté Hasselblad pendant 20 ans, 30 ans, ouais, à peu près, c'est parce que j'ai été excédé, fatigué des emmerdes que j'ai eu d'obturateur avec mon 2000 FC modifié M. Alors que, voilà, alors que Rolleiflex, j'ai jamais eu de problème majeur et choses comme ça. Ils ont ressorti après une autre version qui, comment dire, qui est là, utilise un obturateur focal à rideau en soie. Donc on est passé du cuivre beryllium, peut-être, en tout cas c'est sur le KF88 c'est du cuivre beryllium, au titane dans les années 80 jusque dans les années 2000, et après on est sorti avec des obturateurs en soie, caoutchouté, noir, comme un vulgaire Leica, voilà, donc ça c'est un 203 FE, voilà, et donc et là, tout d'un coup, on peut toucher son obturateur. Alors, bien sûr, si vous y allez avec une pointe de couteau ou un truc comme ça, vous crevez. Là, c'est du tissu quand même. Hein, voilà. Mais, et donc du coup, il n'y a plus la sécurité qui ouvre l'obturateur quand on ouvre le dos, et ainsi de suite. Et ils ont résolu le problème. Et c'est d'une relativement bonne fiabilité. Et donc, l'intérêt alors bon, on va rien voir, mais je vais vous le faire déclencher, c'est que du coup, on a un boîtier avec un waist level, machin chose, tac tac, il y a la lumière qui passe. Alors on peut relever le miroir, hop, voilà, donc là, j'ai relevé le miroir, mais l'obturateur est toujours en place, voilà, tac, et puis on peut le déclencher. Alors là, je vous ai mis une seconde, pof. Voilà. Alors, ça fait du bruit. Et puis donc, on a donc là, on a la manivelle moderne. Hop, on déplie et hop, tac, et on réarme. Alors, l'avantage du système, enfin l'avantage et l'inconvénient, et finalement et l'inconvénient, c'est que là, du coup, on a un miroir éclair. C'est-à-dire que si je reste appuyé sur le déclencheur et que je déclenche, ça s'ouvre, ça se referme, et le miroir redescend. Ce qui n'est pas le cas des obturateurs de la série 2000, et ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de la série 500, 500C, 500CM, choses comme ça, où le miroir reste relevé tant que vous n'avez pas réarmé. Voilà. C'est à vous à réarmer pour refaire redescendre l'obturateur. Redescendre le miroir et réarmer l'obturateur. Ceci est important parce que ceci est primordial parce que avec un obturateur en soie, vous prenez le soleil un peu trop longtemps, voilà, pareil sur pied coco, attends, je vais arranger une mèche de cheveux, vous êtes en contre-jour, donc vous brûlez votre obturateur d'un claquement de doigts. Et changer un obturateur, c'est très cher. J'ai eu à le faire sur le 2000 FC. Alors le 2000 FC, la série 2000 avait le miroir éclair aussi, mais on pouvait choisir d'avoir un mode de fonctionnement sans le miroir éclair. Hein. Il y avait chose que ne proposent pas les modèles de la série 200. Et donc, alors, en plus, les rideaux métalliques, que ce soit sur le 1600F, 1000F, la série 2000, les rideaux étaient appairés. Voilà, donc vous en bousillez un, il faut changer les deux. Voilà. Et en général, c'est toujours le même qu'on change, parce que c'est le premier rideau, c'est le deuxième rideau. Le deuxième rideau, c'est parce qu'on a enlevé le dos alors que l'appareil était déclenché, et donc il n'y a aucun système, aucun moteur pour
pour le rembobiner, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà. C'est très cher, c'est vraiment très cher. C'est quasiment pas le prix du boîtier, c'est le prix du boîtier d'occasion. Voilà, c'est le prix du boîtier d'occasion. Pour vous donner un ordre d'idée, la pièce était à 4500 francs en 1990, 91. Voilà, 90, 91. Voilà. Bon, enfin bref, quand on vous annonce ça, c'est sympa. Ouais. Enfin, bon. Surtout quand c'est pas vous qui l'avez percé. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon. Revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, finalement, le système se range pas trop mal. On a 3 colonnes. On a le SWA qui est à part. On a les boîtiers avec obturateur central et on a les boîtiers avec obturateur focal. Sachant que à partir de la série 2000 à la série 205, tous les boîtiers sauf un peuvent aussi utiliser les objectifs à obturateur central. Voilà. Et là, nous allons rentrer dans les obturateurs centraux. Enfin, les obturateurs centraux, un obturateur central, des obturateurs centraux. Bon. Alors, j'arrive tout de suite. Donc, il y a plusieurs générations de... Alors, je ne les ai pas toutes. Je ne les ai pas toutes. Parce que j'ai essayé d'être raisonnable. Oui. Et donc, du coup, on a commencé avec les obturateurs Compur de la marque Compur. Compur est un fabricant allemand qui fabriquait des obturateurs centraux pour qui lui en achetait. Donc il fabriquait pour Zeiss, il fabriquait pour Rolleiflex, il fabriquait pour... alors Zeiss est une entreprise très intéressante. Faites une recherche Wikipédia sur Zeiss pour retrouver la formation de la holding Zeiss avant Seconde Guerre mondiale, parce avant-guerre, on ne sait jamais de laquelle on parle, avant Seconde Guerre mondiale et après Seconde Guerre mondiale, et avant chute du mur de Berlin et après chute du mur de Berlin, c'est très très intéressant. En fait, Zeiss regroupait une quantité phénoménale de fabricants d'appareils photo en Allemagne. Voilà, Exacta, Praktica, Zeiss-Ikon, des choses comme ça, enfin bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si Compur appartenait pas à Zeiss, voilà. Mais bon, ils n'étaient pas chiens, ils vendaient tout le monde. Et donc du coup, les Compur, donc le 500cm, là, hop là, pardon, c'est mal rentré, le 500cm, le 500SWC, là, a un appareil, a un joli obturateur. Alors, on dit qu'il fallait que je montre. Alors quand je montre quelque chose, là, moi je vérifie que la mise au point se fait. Puis vous pouvez mettre sur pause quand même. Donc là, je ne suis pas sûr qu'avec le plus 0,7 sur exposition, ça va être bien beau, mais bon, voilà. Donc c'est marqué Synchro Compur, voilà, et des choses comme ça. Alors Compur, c'est la marque, Synchro Compur, c'est le modèle, parce qu'il y a eu Rapid Compur, il y a eu des choses comme ça, mais bon, Hasselblad utilisait du Synchro Compur. L'intéressant du Synchro Compur, c'est que je vous l'ai montré dans la vidéo sur sur la profondeur de champ, c'est que il y a les index mobiles de profondeur de champ, voilà. Donc on voit des petits ergots rouges qui bougent. Alors voilà, des petits ergots rouges qui bougent, voilà, et qui permettent de faire notre profondeur de champ. Il y a toute une polémique pour savoir si les index de profondeur de champ sont justes, pas justes, des choses comme ça. Je laisse ça aux esthètes. Ça existe en chromé et ça existe en noir. C'est la même chose dedans. Les tout premiers modèles étaient chromés. Après, ils ont fait chromé et noir. Jusqu'à la fin, on pouvait choisir son objectif en chromé ou en noir. Il n'y a que quelques optiques bien particulières qui n'ont existé qu'en noir, comme le 30 mm par exemple,
je n'ai jamais vu de 30 mm chromé, ou les focales supérieures à 250 mm, où je n'ai pas vu d'obturateur chromé de synchrocompure chromé sur le 500C, sur le 500 mm, pardon. Ah oui, parce qu'ils ont un 500 mm qui s'appelle, quand il est en version C, il s'appelle 500C aussi, donc même référence que le boîtier. Voilà, c'est pas grave. Bon, vous cherchez un objectif, c'est pas. Vous cherchez un boîtier, vous cherchez un boîtier, vous cherchez pas un objectif, et vous voyez bien la forme comme ça quand vous allez sur eBay. Donc, et puis, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pendant très très longtemps, ils sont passés de 250 à 500 mm avec sans rien au milieu. Et après, il y a eu un 350, et puis c'est à peu près tout. Donc ça, c'est le compure. Dans les années 86, 88, quelque chose comme ça, la maison Compure a fait faillite. Et donc du coup, Hasselblad s'est retrouvé dans la merde et est passé chez Prontor. Voilà. Alors Prontor, ils ont fait, donc là je vous sors un joli Prontor, donc à faire. Donc les Prontor, les objectifs Prontor n'existent qu'en noir. Vas-y, fais le point coco. Les obturateurs, les objectifs Prontor n'existent qu'en noir. Et voilà, tac, n'existe qu'en noir. Donc ça, on a un joli 250 mm, voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle les CF, d'accord. Les CF parce que ils ont un réglage. Ils ont un réglage. Alors je fais attention parce que c'est quand même assez lourd. Et je ne voudrais pas le faire tomber. Alors fais le point coco. Oh. Donc vous voyez ce petit bouton à plot vert. Ce petit bouton à plot vert qui est là, au bout de la pipe, permet de passer à une position d'un F gravé en vert qui est derrière la position B. Et ça permet de les utiliser facilement sur les boîtiers à obturateur focal. Voilà, F pour focal. Ça ne va pas vous mettre un obturateur focal dans votre boîtier, simplement ça va vous permettre de pouvoir vous en servir avec un obturateur focal. Les objectifs Compure peuvent être utilisés avec les obturateurs focaux. Il suffit simplement de les mettre en pose B. Voilà. Mais du coup, ça pose un petit souci d'ergonomie, du bazar, parce que dans le synchro-compure, donc ça c'est aussi un synchro-compure, voilà. Alors j'ai que des chromés, je suis désolé, ça brille comme un aura de bordel. Voilà, on a un petit ergot qui est ici, hop, voilà, qui est ici, qui permet, parce qu'en fait, la bague de vitesse et la bague de diaphragme sont attachées en permanence. Voilà, la bague de vitesse et la bague de diaphragme sont attachées en permanence. Voilà. Et donc du coup, c'est sympa parce que avec ton pose-mètre à main, il va te donner un EV, Expose Value, que tu vas reporter sur l'échelle rouge, voilà. Fais le point coco, vas-y, allez, hop, fais le point coco. Voilà, va reporter sur l'échelle rouge. Et puis, quand vous allez tourner les deux bagues ensemble, vous ne déréglez pas votre valeur d'exposition. Donc du coup, tu règles une fois ta bague, et puis après tu tournes en disant voilà, je vais être à 22, ou je vais être à 11, et puis j'ai ma profondeur de champ qui vient comme telle. Et c'est super pratique, à l'usage c'est super pratique. Quand vous avez un obturateur focal et que vous voulez utiliser un focal, vous êtes obligé de rester en pose B, donc
donc du coup, quand vous changez de diaphragme, sur les obturateurs compures, il faut désolidariser la bague, tourner la bague et relâcher l'ergot. Alors que dans les CF, c'est l'inverse. Dans les CF, c'est l'inverse. On a toujours l'échelle orange. L'échelle orange avec les numéros pour choisir son neveu, avec le petit ergot, là, voilà. Mais les deux bagues tournent librement l'une de l'autre. Tournent librement l'une de l'autre, voilà. Et on a la bague de diaphragme qui est là. Voilà. Par contre, là, j'ai un petit bouton. J'ai un petit bouton, là-haut, là, qui me permet du coup d'attacher mes deux bagues ensemble et de tourner. Voilà. Là. C'est l'ergonomie allemande. Bon, parce que Prontor est aussi une marque allemande. Et d'ailleurs, les objectifs d'Hasselblad, qui sont des Zeiss, sont fabriqués en Allemagne. C'est marqué Lanz Made in West Germany. Voilà. Donc, bien sûr, quand c'est sorti, la nouveauté, c'était mieux avant, et Prontor, c'est moins bon que Compur, paraît-il. Oui, ça dure 2 fois moins longtemps, et puis les synchro Compur sont gravés. Là, c'est de la sérigraphie, donc vous pouvez trouver des objectifs. Alors, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, mais je vais quand même vous le sortir. Vous pouvez trouver des objectifs avec des en CF dont l'usage, l'abus font que on voit quasiment plus rien. Alors, où est-ce qu'il est? C'est celui du fond, voilà. C'est celui du fond. Voilà, donc c'est, vous voyez, il y a des gravures qu'on sautait, des choses comme ça, et ainsi de suite. Le vin, là, c'est rayé, et ainsi de suite. Parce que finalement, il n'est pas si dégueulasse que ça. Enfin bref. Et voilà. Donc, autre chose à remarquer, alors ça, c'est valable pour le synchro Compur et pour le Prontor, et c'est valable pour toutes les versions. Si on regarde bien, et ça va pas être évident, voilà, au-dessus des vitesses 1 seconde, 1 demi-seconde et 1/4 de seconde, on voit un petit trait orange. Alors quand il aura fait le point, Coco, vas-y, fais le point. Oui, quand on vous dit l'autofocus c'est bien, moi je veux bien, mais il faudrait que ça réagisse. Voilà. Au-dessus vous avez B, 1, 2, 4, voilà, il y a un petit trait orange. Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est hyper important. Ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher le doigt du déclencheur à ces vitesses-là tant que le temps de pause n'est pas fini. Parce que sinon, l'obturateur auxiliaire du boîtier, du 500C, 500CM, ou voire le moteur électrique du 500EL se remet en route. Vous voyez, pour lui, c'est bon, on y va, on avance. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention et il ne faut pas oublier surtout. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le Prontor CF. Après, quand Prontor a bouffé la grenouille, je ne sais pas si Hasselblad a arrêté la série V parce que Prontor a bouffé la grenouille, ou si le fait que Hasselblad arrête la série V a fait bouffer la grenouille à Prontor. Voilà, parce que c'était quand même un de leurs gros clients. Il y a un partenariat entre Cosina et Zeiss, dans la mesure où Cosina fait calculer des objectifs par Zeiss et les vend sous la marque Zeiss.
Et la vend sous la marque Zeiss. Alors, on ne sait pas bien qui fait quoi, qui fait cuir chemise et des trucs comme ça, mais grosso modo, il y a des objectifs Zeiss qui est made in Japan qui sortent des entreprises Cosina. On aurait dit ça quand j'étais jeune, on aurait dit mais tu es fou, tu as bu, tu ne sais pas ce que tu dis, voilà. Parce que quand j'étais gamin, Cosina c'était plutôt de la merde. Enfin bon, Cosina a été racheté par un japonais qui a dit bon, on arrête les conneries, maintenant qualité, 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 et on va niquer les Allemands, on va niquer les ICA, on va niquer des trucs comme ça. Et donc et effectivement, à partir du moment où ils ont commencé à se mettre dessus, alors ils n'ont pas encore niqué les ICA, mais il y a beaucoup de gens qui ont des Leica qui utilisent des objectifs Cosina, qui sortent des entreprises Cosina, que ce soit sous la marque Cosina, Voigtlander ou Zeiss. Voilà. Moi-même, j'ai des objectifs Zeiss ou Voigtlander, et c'est vrai qu'ils sont très bien. Dans la série T, il y aura aussi une vidéo sur Leica. Bon, on a fait le tour de... Et donc du coup, oui, il y a une série qui s'appelle Z Classic, Zeiss Classic, qui était dans les catalogues Zeiss, je crois dans les catalogues Hasselblad, et donc ils sont en monture Hasselblad, avec un obturateur central et des choses comme ça. Et je crois que c'est un obturateur peut-être Copal qui est à l'intérieur, ou Seiko. Mais je pense que Seiko avait déjà fait faillite du point de vue des obturateurs. Et donc c'est peut-être des obturateurs Copal. Bon, je m'aperçois que ça va faire effectivement une vidéo très très longue. Là, donc on a fini la présentation des boîtiers. On a fini la présentation des obturateurs, parce que l'obturateur fait plus partie des boîtiers que des optiques, puisque voilà. Et je n'ai pas encore entamé la présentation des accessoires, donc il y aura bien effectivement une vidéo T003B. Voilà. Donc, surtout pour l'achat du matériel, hein, soyez éco hein, pour essayer, comparer et optimiser l'achat. Parce que on peut vite y passer beaucoup d'argent. Hein, et voilà. Et c'est toujours plus facile d'acheter que de revendre. Hein, parce que quand vous achetez, vous pensez que vous payez un bon prix, et puis vous pensez que ce que vous allez acheter est de bonne qualité. Et quand vous voulez le revendre, bah, vous allez tomber peut-être sur quelqu'un qui est beaucoup plus pinailleur que vous. Voilà. Donc, c'est pénible, c'est pénible. C'est pour ça que je ne vends jamais rien, c'est pour éviter la relation client, parce que la relation client, c'est pénible. Bah, tu me l'achètes, ma merde. Puis, oui, mais là, il y a une poussière, il y a un truc à envoyer, un truc comme ça. C'est pour utiliser, ça servi, mon gars. Bon, voilà. Je ferai une vidéo sur comment acheter d'occasion d'une manière générale, très certainement. Donc, soyez éco hein, pour essayer, comprendre, optimiser. Essayez, comprendre, optimiser. Et puis, vous emballez pas trop vite. Allez sur les forums, voir quel type d'image on fait avec ça. Hein. Vous allez sur Flickr, vous tapez... dans l'onglet rechercher, vous tapez Hasselblad et puis cherchez des photos. Et puis vous allez avoir des milliers et des milliers de photos faites en 6:6, en noir et blanc, en argentique, voire en numérique, et voir ce qu'on fait avec ça. Donc à bientôt dans la T003B pour discuter encore de Hasselblad. Au revoir.